Benjamin de Cécile Velon, bonjour. On vous remercie déjà de nous accueillir aujourd'hui et puis d'accepter cette discussion entre jeunes et puis vous, la représentante de nos circonscriptions. On remercie aussi à tous nos éditeurs de nous écouter aujourd'hui, à nos lecteurs de lire nos articles au quotidien. Et puis, je vais tout de suite rentrer dans le sujet. La première question qui porte sur l'état du débat public aujourd'hui. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui se plaignent de l'état du débat public. On pourrait ainsi dire qu'il y a parfois trop de paroles et pas assez de gestes, et puis certaines fois des gestes qui sont accompagnés de mauvaises paroles. Que pensez-vous de l'état du débat public aujourd'hui? Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation et bonjour à tous et à toutes celles et ceux qui nous suivent. C'est un vrai plaisir que d'échanger avec vous parce qu'effectivement, je pense qu'on est au cœur d'une problématique vraiment essentielle. On pourrait dire qu'on n'a jamais eu autant de débats, on n'a jamais eu autant d'outils de communication, et en cela, on pourrait se dire que ça pourrait être plutôt des signes positifs d'un débat, en tout cas qui se fait. Alors, est-ce qu'il est de qualité? C'est un peu la question que vous vous posez, hein, quel est l'état de ce débat? Ben, effectivement, je pense qu'on a affaire à plusieurs problématiques. Alors, le premier, c'est effectivement, je suis députée, on est la représentation nationale, et en ce sens, on est censé être exemplaire, justement. C'est un lieu de débat. L'Assemblée nationale est un lieu de débat. Et en l'occurrence, on offre une image qui n'est pas bonne du tout en matière de débat. Parce que c'est un organe démocratique qui doit permettre justement à chacun de s'exprimer. Et là, on assiste malheureusement à effectivement des paroles qui ne sont pas toujours correctes. On a même des invectives qui sont sanctionnées. On a aussi des gestes qui sont déplacés. Donc ça veut dire que dans un lieu symbolique qui devrait représenter justement des débats de qualité, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça vient de dire quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas à l'œuvre aujourd'hui pour pouvoir avoir non seulement une capacité à échanger de manière pragmatique et efficace, ce que vous disiez tout à l'heure, que aussi que ça soit traduise en actes, et puis qui montre effectivement un certain délitement de la société et une perte des valeurs. Alors du coup, pour la prochaine question, on va rester sur une question qui sera plutôt centrée sur votre proposition de loi, qui est assez même très connue. La loi qu'on doit aussi surnommer loi fast fashion. Est-ce que vous pouvez déjà, à ceux qui nous écoutent, l'expliquer, puisque peut-être qu'ils ne la connaissent pas? Alors, c'est une loi qui s'appelle véritablement une loi qui vise à réduire l'impact environnemental de l'industrie textile. Je précise parce que c'est pas qu'une loi qui vise la fast fashion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, aujourd'hui, on est dans une surconsommation générale, mais essentiellement le textile, c'est l'industrie qui pollue le plus à travers toutes les industries qu'on peut avoir. Donc l'idée, c'est de dire comment on peut essayer de rendre ce modèle plus vertueux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on informe les gens qu'il existe une ultra fast fashion. L'ultra fast fashion, c'est des produits fabriqués en masse dans des pays tiers, dans des conditions épouvantables en matière de droit du travail, mais d'exposition sanitaire aussi. Et puis, des produits qui reviennent par voie aérienne. Et donc là, on a évidemment des émissions de gaz à effet de serre, on a des problématiques de pollution plastique, on a des diverses problématiques, on va dire, de pollution environnementale. Donc la loi, en fait, elle est assez simple. Elle dit trois choses. La première chose, il faut définir ce que c'est que cette ultra fast fashion, puisque c'est un modèle économique qui vise à produire tellement de nouvelles références, tellement de nouveaux modèles, que les gens sont tentés tout le temps d'acheter. Donc, on définit ce que c'est. Deux, on va obliger ces enseignes à mettre un bandeau qui dit je fais de la fast fashion et donc voilà les conséquences sur l'environnement, et d'inciter les gens à être du côté de la réparation, du recyclage, de la réutilisation dans une économie plus circulaire. Et puis le deuxième article, il dit que en fait, on a un modèle en France qui était précurseur. L'Europe s'en inspire aujourd'hui, qui s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. C'est le principe du pollueur-payeur. Tu pollues, tu payes. Là, en l'occurrence, tous les produits textiles vont être notés en fonction de différents critères environnementaux. C'est le score de l'affichage environnemental. C'est une méthodologie qui a été faite par le ministère de la Transition écologique et d'autres partenaires. Donc, ça va produire une note et cette note va donner une pénalité forte. Donc ceux qui ont vraiment des notes très très mauvaises
auront une grosse pénalité, jusqu'à 5 euros par produit en 2025 et 2030 jusqu'à 10 euros. C'est vraiment une trajectoire très importante. Aujourd'hui, c'est ce qu'on paye tous quand on achète un téléphone, un vêtement. Il y a 0,1 centime, 2 centimes selon les produits. C'est l'éco-contribution. Là, on force ça. Et on dit on va coupler ça à un bonus. Un bonus pour justement ceux qui produisent des vêtements plus vertueux sur le plan environnemental. Et la troisième mesure, c'est de dire justement, comme c'est une industrie qui s'attaque de manière extrêmement agressive à tous les publics et surtout à la jeunesse via les réseaux, on interdit la publicité de ces marques d'ultra fast fashion sur tous les supports, y compris les réseaux, y compris les influenceurs. Mais du coup, ça se répercute sur le consommateur. Eh bien justement, en fait, ils sont pas obligés, parce que c'est le produit effectivement qui est pénalisé, et c'est l'entreprise qui dit, bah effectivement, c'est pas les philanthropes, donc ils vont reporter effectivement la pénalité sur le produit. Sachant que cet argent, il va servir à être réinjecté dans justement dans tout ce qui est économie circulaire, le tri, le recyclage, le réemploi, tous les partenaires de la chaîne de traitement des textiles et notamment de traitement des déchets. Très bien. Alors justement, cette loi est très très ambitieuse. D'ailleurs, beaucoup l'ont noté, même des ONG qui vous soutiennent avec cette proposition de loi. Moi, ma question est plutôt que vous l'avez fait voter à l'Assemblée nationale en première lecture, à l'unanimité, ce qui est quand même assez rare, noté, le 14 mars 2024. Aujourd'hui, ça va faire plus d'un an. Elle est toujours bloquée au Sénat. Donc moi, ce que je vais vous poser comme question, c'est pas tellement comment est-ce que vous pouvez régler la situation, parce que vous n'êtes pas sénatrice, mais plutôt comment est-ce que vous voyez la chose et est-ce que vous pensez réellement que cette proposition de loi, dans les prochains mois, elle va pouvoir être votée et continuer un petit peu cette navette parlementaire pour permettre à la fin une adoption totale et vraiment mettre en vigueur toutes vos bonnes intentions en quelque sorte. Alors j'ai une bonne nouvelle qui est tombée avant-hier et effectivement le texte sera étudié la semaine du 2 juin au Sénat. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie mobilisation de toutes les parties prenantes et notamment des filières textiles françaises qui sont effectivement très impatientes de voir cette loi être votée et évidemment être traduite par des faits très concrets. Et puis on a la chance d'avoir aussi un président de la Commission du développement durable au Sénat, Jean-François Lonchot, et la rapporteure Valente Lehir, qui ont décidé de maintenir l'étude du texte en commission. Donc ça a déjà été fait en commission. Ça passera le 2 juin, la semaine du 2 juin au Sénat. Et c'est une procédure accélérée. Donc là, c'est très vite, sans rentrer dans la technique, il n'y a pas de navette. Une lecture à l'Assemblée, une lecture au Sénat, et ensuite une commission mixte paritaire où sénateurs et députés décideront de ce qu'on garde. Ce sera important parce que le Sénat modifie l'arrêt. Il modifie quand même assez considérablement la loi. Justement, du coup, vous répondez un petit peu, mais en commission, les premiers retours, est-ce qu'il y a beaucoup de changements ou la loi est plutôt encore assez ambitieuse? Non, elle perd clairement de son ambition. Elle perd clairement de son ambition puisque là où nous, on avait la méthodologie de l'affichage environnemental, c'est vraiment une succession de critères environnementaux qui vraiment vont regarder au plus près et qui distinguent bien nos sociétés françaises qui ont déjà fait une transition en matière de modèle économique et environnemental vertueux et les autres qui n'ont pas du tout fait pour l'instant d'efforts sur le plan environnemental. Cette méthodologie était parfaite. La sénatrice a souhaité changer et mettre des critères qui ne sont pas encore très établis, des pratiques industrielles et commerciales, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant, donc c'est pas prêt en plus, alors que l'autre méthodologie est prête. Et puis l'autre chose majeure, c'est qu'elle n'interdit plus la publicité sur tous les supports, mais uniquement les influenceurs. Donc là, on est sur quelque chose qui me semble important. Donc on va demander à des sénateurs de déposer d'autres articles, des amendements pour pouvoir essayer de faire des propositions qui reviendraient à quelque chose de plus ambitieux. Vous avez entendu, TikTok Shop va s'ouvrir, s'ouvre là ces jours. Ça veut dire clairement encore plus de facilité quand vous serez sur TikTok d'aller directement au site marchand sans passer par d'autres plateformes. Et ça va être encore une incitation à consommer. Donc c'est absolument essentiel qu'on puisse vraiment interdire la publicité. On parle vraiment des grosses enseignes, on ne parle pas des enseignes françaises ou... c'est vraiment ces grosses enseignes plutôt asiatiques qui sont dans le viseur. Vraiment, ma prochaine question, elle va inclure le terme submersion. Je pense que vous avez donc la référence
quant à cette interview qui a fait polémique. Monsieur Bayrou, actuel Premier ministre, interrogé sur LCI quant à l'immigration, a parlé de submersion. Vous, qui êtes issu de la majorité présidentielle, que pensez-vous de ces propos? Alors, il n'y a plus de majorité présidentielle. Il n'y a plus de majorité présidentielle. On va parler aujourd'hui de bloc central, où effectivement, on essaye d'avoir une approche commune entre Horizon, Modem, Ensemble pour la République maintenant, et puis effectivement les Républicains, enfin l'Union, la droite républicaine. Les acronymes sont très proches, donc il faut faire attention de ne pas se tromper. Totalement. Non, c'est la droite républicaine. J'aimais beaucoup Michel Barnier, je vais dire les choses très clairement, j'aimais beaucoup Michel Barnier, et j'avais vraiment foi en ce qu'on puisse avoir un gouvernement audacieux et courageux. Aujourd'hui, c'est Monsieur Bayrou. Je crois qu'il a été mal compris parce que je crois pas qu'il ait tenu volontairement des propos qui soient effectivement stigmatisants. Je crois pas. Je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'il a pu dire. Après, enfin, le fait que ça puisse choquer, ça, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord, et je pense que c'était extrêmement maladroit de l'exprimer comme ça de toute façon. Donc vous êtes plutôt dans cette optique de dire qu'il a été mal compris en fait. C'est plutôt ces paroles qui ont été mal interprétées par les médias. C'est ça? Je pense, parce que je crois pas que ce soit quelqu'un qui ait cette vision-là de la société. Je crois pas. Même si, voilà, vous avez compris que c'était pas forcément le candidat idéal comme Premier ministre, je crois que ça a été mal compris, je crois. Et qu'il y a eu beaucoup de récupération justement politique à ce sujet, et notamment de certains groupes. On a cette capacité à l'Assemblée nationale à faire monter des sujets qui, pour moi, ne sont pas les principaux, et que ça évite peut-être de parler d'autres C'est sujets. quand même un Premier ministre, c'est-à-dire que lorsqu'il parle, il faut quand même voilà, faire attention à ce que l'on dit. Il parle là de submersion. Vous avez dit que vous comprenez que ça peut être des propos qui sont stigmatisants. Pensez-vous pas qu'il y a une certaine responsabilité de sa part quant à ce qu'il dit? Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et le problème, si vous voulez, j'ai une tendance à dire les choses telles que je les pense. Je pense qu'il est souvent extrêmement maladroit. On a du mal à le comprendre, même très régulièrement, très régulièrement. Et donc vous pensez pas que c'est ses pensées à lui? Si vous allez dire on a du mal à le comprendre, vous êtes plutôt sur un problème de compréhension. Est-ce que c'est pas plutôt un problème, je sais pas. Est-ce que ces idées sont pas forcément en accordance? Est-ce que c'est plutôt ces idées on n'interprète pas, mais est-ce que c'est ces idées, ces véritables idées quand il parle de submersion? Vous êtes en train de dire que vous pensez que lui, il pensait sincèrement ce qu'il disait. Certains médias ont dit ça. Oui, En tout cas, oui. certains jeunes, Ouais. en tout cas, ont dit ça. C'est ça. C'est que vous allez dire que c'est une interprétation. Est-ce que vous pensez Je trouve qu'il y a les deux mouvements, c'est-à-dire que lui n'est pas clair, n'utilise pas les bons termes, et que forcément, c'est interprété. Je vous dis, c'est pas quelqu'un que je connais. Je pourrais vous être extrêmement affirmative d'autres personnalités que je connais mieux, mais ce que je connais de lui, je crois pas que ce soit ce genre de personne. Je crois pas. En tout cas, moi, j'ai bientôt 18 ans, Madame Violent, âge où on est amené à voter, à choisir un parti, un camp, en d'autres termes. Face à ce choix, il y a 3 blocs aujourd'hui en France. Le NFP, le RN et puis vous au milieu. Pourquoi devrais-je choisir votre parti? Alors, moi, je vais pas vous répondre comme ça. En fait, vous dites il faut choisir un camp. Ce que je trouverais génial, justement, c'est qu'on n'ait pas de camp à choisir. C'est qu'on arrive à construire une vision de la société qui vous parle. En fait, alors évidemment, que moi je suis dans le parti politique de quelqu'un qui est le seul pour l'instant déclaré au présidentiel. On est en train de construire un programme. On est vraiment sur les prémices. C'est organisé en différents groupes de travail avec notamment des secrétaires nationaux qui travaillent chacun dans leur sujet. Et on est en train d'essayer déjà de formaliser quelles sont les préoccupations des Français. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que notre société ne va pas très bien. Et on va essayer d'y répondre à travers toutes les thématiques. Et donc, la réponse que je pourrais faire, c'est plus qu'un camp, parce que nous, on espère pouvoir justement avoir au sein de notre parti des gens qui ne sont pas que d'une couleur politique. Alors bien sûr,
que notre vision de la société, elle est teintée de cette couleur politique. On ne va pas partager la même vision de la société que les Insoumis ou que le RN, c'est évident. Mais bon, volontairement, je prends les extrêmes parce que justement, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver d'accord avec les extrêmes. En revanche, on peut vraiment trouver, je pense, des compromis sur une vision constructive de la société entre les sociodémocrates jusqu'à une droite républicaine qui soit pertinente. Donc, qu'est-ce qui fait que vous viendriez chez nous? C'est que, vous êtes convaincus qu'on est à l'écoute des Français, qu'on a bien compris la problématique des Français, et que les propositions de réponse que l'on va faire vous sembleront pertinentes. Je vais vous donner des exemples si vous voulez, mais en tout cas, aujourd'hui, on a, je peux dire, dans tous les domaines, quelque chose qui dysfonctionne. Que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau du logement, au niveau de l'environnement. Ça veut dire que, moi, le constat que je fais, ça fait des années qu'on avait déjà des alertes. Ça faisait des années pour tous ces sujets. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en est pas saisi avant? J'ai vraiment le sentiment qu'on avait mis en place des politiques publiques à court terme pour avoir des retours sur investissement immédiats. C'est plus possible de penser comme ça. Un exemple concret, c'est la retraite. On n'a pas encore la réponse et le modèle idéal aujourd'hui. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a beau dire ce qu'on veut, on ne peut pas continuer comme ça. C'est purement démographique, arithmétique. Donc la réponse, c'est il faut qu'on arrive à financer la l'aide sociale, qu'on trouve la manière adéquate de le financer. Et là, à partir de là, on pourra enfin penser beaucoup plus large et beaucoup plus de toutes nos politiques. Vous aviez dit que vous étiez à l'écoute des Français et des jeunes. Par rapport à cette réforme des retraites, est-ce que vous pensez vraiment que vous avez été à l'écoute des Français? Alors, moi, j'aurais aimé la voter, cette réforme. Vous vous souvenez, on l'a pas votée, hein. C'est-à-dire que, effectivement, ça aurait été la représentation nationale qui donnait une réponse à ce sujet. Le problème, si vous voulez, c'est que je crois qu'on n'a pas été très bon sur la communication et sur la pédagogie sur ces enjeux-là. Quand je vous dis que c'est arithmétique, qu'on manque d'actifs pour pouvoir financer la retraite, c'est un fait. C'est pas une vision de l'esprit, c'est pas une position politique, c'est un fait. Donc, la réponse qu'on a amenée n'a peut-être pas effectivement convaincu la majorité des Français, mais à ce moment-là, quelle est la réponse? En sachant que si on avait pu travailler véritablement là-dessus, c'est pas la réponse qu'on aurait amenée. On pense que c'est une réforme structurelle qu'il faut avoir, systémique, et pas simplement parler de la question de l'âge. On a polarisé sur l'âge. C'était mais la dernière des choses à faire. Il y a plein de Français qui travaillent au-delà de 65 ans aujourd'hui. Déjà, quand on regarde les pays européens autour de nous, ils travaillent certains jusqu'à 67 ans. C'est pas comme ça qu'il fallait raisonner. C'était pas de donner un âge de retraite. Je vous dis, on a été très mauvais. La dernière question que du coup je tenais à vous poser, c'est surtout sur votre travail à l'Assemblée nationale. On sait que pour certains projets de loi, etc., vous devez avoir des directives de parti sur quoi voter, etc. Moi, la question c'est sur quelle dernière directive de parti n'avez-vous pas respectée et pourquoi? Alors, tous les groupes ne fonctionnent pas de la même manière et en l'occurrence, chez nous, on a très peu de consignes de vote. Très très peu. On en a eu pour les retraites et le projet de loi immigration. Donc, sur 2 projets de loi, effectivement, à l'époque, on était encore dans la majorité présidentielle. Sinon, on est assez libre de nos votes. Alors évidemment, hein, si à un moment donné on se rend compte qu'on vote jamais comme le groupe, c'est pas dans le bon groupe. Mais non, mais moi j'apprécie vraiment parce que en l'occurrence, je sais que je suis quelqu'un qui défend, on va dire peut-être d'une manière un petit peu plus proactive les questions environnementales. Donc c'est vrai que je vais être un peu décalée par rapport parfois à certains positionnements, non pas de mon groupe politique, mais de certaines propositions qui peuvent être dans l'Assemblée. Et puis ensuite, s'agissant des retraites et de l'immigration, les retraites n'ont pas vraiment posé de problème parce que encore une fois, c'était une réponse qui certes n'était pas idéale, mais qu'il fallait absolument avancer. Donc j'ai pas eu de mal à le faire. Immigration, j'ai vraiment pris le temps, vraiment, vraiment, de questionner chacun des articles et de pouvoir toujours, ma devise, moi, c'est de mesurer le rapport bénéfice-coût dans chaque décision que je prends. Et j'ai pu le faire aussi en conscience. Je ne voterai jamais un texte, et c'était un engagement de départ, qui irait contre mes valeurs.
Ça, c'est pas possible. Eh bien, maintenant, nous allons pouvoir passer à mes 3 questions, dont 2 qui sont imbriquées dans la dernière. La toute première, quel pourrait être votre modèle en politique, sachant que c'est une question intemporelle, c'est-à-dire que vous pouvez choisir une figure politique qui est actuelle, ou une figure du 19e siècle, du 18e, du 20e, comme vous souhaitez. C'est marrant parce que on m'a jamais posé cette question. Après, il y a des figures qui nous inspirent, mais j'ai plein de figures qui m'inspirent, moi, mais de là à avoir une vraie figure, c'est peut-être, ça doit vous sembler facile, mais j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour Simone Veil. Alors, pour les raisons qu'on connaît, parce que ça a été une courageuse, une audacieuse, compte tenu de son histoire, mais qui s'est battue et qui a su prendre vraiment le pas sur justement des positions qui étaient pas du tout intuitives au moment où elle le fait. Évidemment, que je pense notamment à l'IVG, mais même après, elle a été extrêmement inspirante pour une génération de femmes parce que justement, elle a su se positionner avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de force. Et pas forcément en étant toujours très consensuelle. Moi, je reconnais un caractère qu'on a pu voir dans les différents biopics. C'est pas une femme qui était très facile dans la relation. Et pour autant, elle a fait avancer plusieurs causes et bousculer un petit peu justement un monde qui était essentiellement masculin à l'époque. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, la deuxième question. Donc, selon le site du ministère de l'Intérieur, en 2017, la France Insoumise avait 17 sièges, donc à l'Assemblée nationale. En 2024, ce nombre s'est élevé à 70. De même pour le Rassemblement national, en 2017, son nombre de sièges était de 8, donc pour le Front national, et plus de 120 en 2024. Les 2 questions en est voici. Quelle est votre réaction face à la montée de ces 2 partis politiques? Et la deuxième, estimez-vous qu'ils menacent notre démocratie? C'est un constat extrêmement douloureux, en fait, le constat que vous énoncez, et qui effectivement est là pour le coup très visible. Je vous explique juste. Moi, sur 2022-2024, horizon, on est sur la partie centre droit de l'hémicycle. On avait un cordon sanitaire avec les Républicains, de l'autre côté, il y a les Rassemblements nationaux. On n'a plus de cordon sanitaire, donc ça montre effectivement que de part et d'autre, les extrêmes se rapprochent. Donc c'est un constat extrêmement inquiétant, douloureux. C'est la première réaction, c'est de se dire c'est qu'on ne sait pas faire, c'est qu'on ne répond pas à la problématique des Français et qu'il y a des Français qui se retrouvent dans ces positions-là. Je vais nuancer simplement cela parce que pour avoir fait la campagne, y compris la campagne présidentielle dernière, moi j'ai beaucoup de gens qui me disaient tout sauf Macron. Et quand je leur disais, alors vous allez voter qui? Alors, c'était soit Mélenchon, soit Le Pen. Et je leur disais, mais ça veut dire quoi en matière de politique économique? Ça veut dire quoi en matière de politique européenne? Ça veut dire quoi en matière conséquences pour le droit des femmes? La plupart des gens étaient incapables de me répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas eu le programme. Donc ils se reconnaissaient dans effectivement des extrêmes parce que le centre élargi, on va dire, majorité présidentielle, c'était pas possible. Mais pour autant, ils n'ont pas étudié du tout. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui n'ont pas étudié le programme et les conséquences extrêmement concrètes. Et en termes effectivement de démocratie, pour moi, c'est aussi dangereux l'un côté que l'autre, vraiment. Et je crois que c'est important, en fait, à un moment donné où on donne notre engagement et notre vote pour quelqu'un, de savoir concrètement ce que ça veut dire. Après, quand je suis sur les marchés, l'équipe de campagne l'a vu, là, on a été beaucoup agressé sur cette deuxième campagne. On a quand même à faire un discours très populiste, encore très marqué aussi. Il y a trop d'étrangers en France, ce qui n'est absolument pas une réalité. Enfin, aujourd'hui, y compris quand on voit qui vote particulièrement, notamment au Rassemblement national, avec un discours aussi populiste que ça. Ils ne sont pas confrontés aux problématiques, justement, d'étrangers. Donc ça montre qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'anticipation anxieuse. Je ne veux surtout pas qu'il arrive dans mon village, ce que je peux entendre, si on parle au niveau local, ce que je peux entendre à Annemasse, ce que je peux entendre dans les grandes villes. Donc je pense je pense qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon. Il faut qu'on puisse effectivement apporter des réponses qui parlent à tout le monde. Il faut qu'on soit compréhensible, il faut qu'on soit concret. Et là aujourd'hui, il va falloir qu'on soit effectivement extrêmement massif dans les propositions qu'on fait, parce que tout est à refaire, tout est à bouleverser. Il faut qu'on change de paradigme complètement sur tous les sujets qui nous inquiètent.
Donc, pour moi, oui, c'est un vrai danger pour la démocratie, mais véritablement. Et quand je vois d'un côté des positions sur l'extrême droite extrêmement rigides en matière européenne, en matière de droits des femmes, en matière de droits des humains, justement, tout simplement. Et puis de l'autre côté, une idéologie qui finalement, sur le plan économique, des guerres différentes, et se comporte extrêmement mal, parce qu'on a quand même affaire à des gens qui sont mal élevés, qui ne respectent rien, ni les institutions, ni les personnes, ni les fonctions, ni cette Assemblée nationale qui est un lieu absolument incroyable, chargé d'histoire. Je ne comprends pas comment on peut se tenir aussi mal. Moi, je souffre vraiment dans certaines de leurs attitudes. Comment on peut confier la France à des gens comme ça? C'est juste pas possible. Ok. Je vous remercie. On va maintenant passer aux questions de nos abonnés. Avec la première, quels peuvent être les impacts de l'éloignement de l'Europe et des États-Unis à l'échelle de notre département? En sachant que, en plus de cette question-là, on va vous donner du coup le défi du jour. C'est chacun qui a été allé chercher. Et comme c'est noté dans, pour que vous puissiez voir le titre, notre économie face de cette... le titre exact. Notre économie dans le viseur de Trump. Exactement. Et du coup, finalement, c'est ça, en fait, la réelle question, c'est comment est-ce que nous-mêmes, à l'échelle de la Haute-Savoie, on est impacté par Donald Trump et quelles sont les réponses qu'il faut apporter? Alors c'est un vaste sujet, hein. C'est un vaste sujet. Déjà à l'échelle de la France, c'est effectivement dramatique, puisque vous avez entendu les taxes qu'il est en train d'ajouter chaque jour, hein, parce que de toute façon, je pense que c'est que le début. Donc ça veut dire qu'on a des secteurs qui sont véritablement en danger. Donc là, il suffit de regarder les balances économiques, les balances commerciales. Qu'est-ce qu'on exporte le plus aux États-Unis? Et j'entendais là récemment justement des producteurs de vin qui ne pourront pas survivre clairement s'ils n'arrivent plus à exporter aux États-Unis. Alors s'agissant de la Haute-Savoie, très sincèrement, j'ai pas une connaissance suffisante pour savoir qui serait impacté en premier lieu. Vous savez? Il y a déjà le fromage, l'entreprise Opinel, qui d'ailleurs est originaire de Haute-Savoie, qui trouve très impacté. Puis aussi trois vignobles. Alors certains vignobles aussi, effectivement, ouais. Mais la réponse, en fait, c'est une réponse beaucoup plus large que ça. C'est qu'on sait très bien que quand on augmente les taxes, tous les pays qui l'ont fait, il y a un moment donné où ça se retourne contre eux de toute façon. Donc ça, c'est une réponse, on va dire pragmatique, mais qui prendra peut-être un peu de temps avant que l'administration de Trump se rende compte. Et puis surtout que les Américains se rendent compte, parce que ça, c'est juste une partie du phénomène Trump, en fait, qui est effectivement massif. Si on reprend la question sur les lois, la loi sur l'impact environnemental de l'industrie textile, on avait un vrai sujet qui est que tous les colis de moins de 150 € en Europe ne sont pas taxés, donc ne sont pas du tout contrôlés, réglementés. Ça passe à travers de toutes les... Donc vous avez vu, là, il a décidé que sur les colis aux États-Unis, il a décidé de mettre des taxes aussi sur Chine et Timu notamment. Donc ça montre que il a cette volonté effectivement de pouvoir agir, mais j'ai l'impression sans avoir une vraie vision, sans avoir tout le monde est mis dans le même panier, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision stratégique, enfin de notre point de vue à nous, si ce n'est effectivement que d'isoler le reste du monde. Donc c'est effectivement complètement dramatique. Mais je ne sais plus du coup la question initiale. Alors, la question initiale, c'était quels peuvent être les impacts de l'éloignement de l'Europe et des États-Unis, à l'échelle de notre département? Que l'Europe s'éloigne des États-Unis sur le plan politique, ça a toujours été des alliés. Donc c'est repenser notre géopolitique d'une manière totalement globale. Et effectivement, c'est extrêmement inquiétant. Très bien. Deuxième question de nos abonnés. Pourquoi devrions-nous faire confiance aux politiques aujourd'hui? J'aimerais bien savoir ce que c'est qu'un politique. Que ce soit les décisions. Non, mais on va rétrécir ça la question, puis on va aller sur les élus. Surtout nos élus, qu'ils soient au niveau local ou même au niveau national. D'ailleurs, au niveau local, ils vont avoir de bonnes réputations, si je puis me permettre, au niveau des maires. Les maires, alors certes, les maires maintenant sont de plus en plus agressés, et on peut voir qu'il y a quand même une baisse de popularité, mais ça reste quand même l'élu qui est le plus apprécié et le plus détesté du président de la République. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, au niveau local, le politique est encore assez apprécié. Parce que justement, on a le contact avec lui tous les jours. Après, c'est vrai que plus on monte au niveau de l'échelle géographique, et moins le politique est apprécié. Donc finalement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore faire confiance à quelqu'un qu'on ne verra peut-être jamais de vie, qui habite à Paris, qui
pour la plupart du temps, n'a jamais vraiment quitté l'île de France. Est-ce que finalement, on ne pourra pas lui faire confiance aujourd'hui, quoi? Donc là, vous parlez des députés parisiens. Bien sûr, pas vous. Mais pourquoi je dis Non, ça? Non, mais parce que je je sais sais pas. pas. Je Même suis le pas. président de la République, même le gouvernement, je veux dire, Bah, ces politiques-là. Vous avez raison. Les élus locaux sont les élus préférés des Français. Ils sont à portée de baffe, comme disait Gérard Larcher. Mais aussi de câlins, parce qu'effectivement, ils sont plutôt bien vécus. Effectivement, plus on a une représentation nationale, moins les élus sont appréciés. Et encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est un vrai vecteur de désamour pour les politiques, hein. Alors quand je disais c'est quoi un politique, évidemment que chacun ne fait pas de la politique de la même manière en fait. Et aujourd'hui, on a quand même des fonctions, des parlementaires qui sont de plus en plus accessibles. Les parlementaires, et j'entends, hein, il y a encore quelques années, effectivement, on ne les voyait jamais. Alors ils étaient effectivement souvent à Paris, ou quand ils étaient là, peut-être dans leur permanence, en tout cas, ils ne sortaient pas. C'est pas vrai de la nouvelle génération des parlementaires, et peut-être ça a fait du bien aussi en 2017 d'avoir beaucoup de gens de la société civile qui ont été parlementaires. Ça a été bien et en même temps ça a été difficile parce que en n'étant pas élu, ils n'avaient pas une connaissance des institutions et de ce que c'est qu'un élu et ce que ça veut dire en termes d'engagement, de sacrifice familial, de sacrifice personnel. Tout à fait. Et puis bon, on peut aussi revenir aussi sur le non-cumul des mandats qui fait que tout finalement on a des députés, peut-être pas non plus jupitériens. Enfin, je veux dire, finalement, l'ancrage local, ils perdent ça un petit peu, je veux dire, dans le sens où finalement, avant on était député et maire de sa commune, où finalement on allait aussi aux conseils municipaux, on parle aussi avec les élus puis les habitants. Finalement, aujourd'hui, on fait Paris, la circonscription. C'est une vision de la chose, quoi. Oui, mais effectivement, hein, c'est pour ça qu'on se réinterroge sur revenir à un certain cumul. Alors, le limiter, évidemment, mais en tout cas, de réinterroger, parce qu'on a quand même des députés qui sont véritablement hors sol, véritablement. Sur les 577, je dirais pas que tous ceux qui n'ont jamais été élus le sont, parce que ce serait pas vrai. Mais il y en a quand même beaucoup qui comprennent pas comment ça fonctionne, en fait. Donc, c'est quand même compliqué de légiférer. Donc, comment faire confiance? Bah, effectivement, je crois que on fait d'autant plus confiance qu'on peut parler avec son député. Et en l'occurrence, bah, voyez, nous, là, vous êtes dans la permanence, les gens peuvent prendre rendez-vous quand ils veulent, ils peuvent rentrer, travailler sa pense comme vous l'avez fait. Et du coup, ça permet d'avoir une proximité qu'il ne faut évidemment absolument jamais lâcher. Et puis le reste, en circonscription, quand je suis ici, je suis sur le terrain, je vais voir les communes, je vais voir les élus, etc. Et les associations, les entreprises. Donc ça demande effectivement un investissement extrêmement important. La confiance, c'est effectivement, elle se gagne. Et donc c'est d'aller interroger. Vous avez envie de comprendre comment fonctionne un élu, un politique. Vous allez le voir, vous sollicitez un rendez-vous et puis vous essayez de voir ce qu'il a un peu dans le ventre et dans la tête. Très bien. On passe maintenant au format plus court. Très bien. Donc maintenant, on va nous proposer du coup deux choix. Ce sera deux choix qu'on va vous proposer. Bien sûr, vous donnez vos réponses à chaque question. Et puis, on vous donne aucune justification. Peut-être à la fin, s'il y a l'une des questions qui vous a un petit peu tracassé, vous voulez quand même donner une justification, vous aurez l'occasion. Je te laisse démarrer. Très bien. Nous commençons par ce choix-ci. ChatGPT ou le chat? Je connais pas le chat, j'ai jamais essayé. Pas du tout. Bah, en gros, le chat, c'est le ChatGPT, mais français. Justement, c'est un petit peu la star lors du sommet sur l'IA par Mistral AI. Mistral, ouais. Ouais, C'est exact. ça? Oui, exact. Ah, ok. Bah, Mistral. Évidemment. Chat. La semaine de travail de 35 heures ou la semaine de travail de 32 heures? 39 heures. Votre choix, parfait. C'est évident. La CGT ou la MEDEF? Le BD. Le MEDEF, pardon. Ah, putain. Ah, le choix est... Non, c'est... Ah, putain. Medef. L'Europe ou la France? Là, il faudra que je développe. L'Europe. Ben, ce sera peut-être la question que vous pourrez développer après. Ah ouais. Ouais. La retraite, à 65 ans ou 67 ans? 67. Et maintenant, deux dernières questions. Le pour ou contre. Pour ou contre le vote obligatoire? Contre. Et la dernière, pour ou contre le 49.3? Pour. Je vous remercie.
Alors, je me permets, c'est quand même hyper vache vos questions. Ah non, C'est c'est vache. Parce que, pour contre le 49.3, je suis désolée, hein, le 49.3 c'est constitutionnel. C'est comme si je vous disais, vous êtes pour ou contre la mairie. Oui, mais là, où la mairie, il fait plus consensus au sein de la population que le 49.3, d'une certaine manière. Bah oui. Alors moi, je vous rejoins sur ce sujet-là. Après, c'est vrai que les jeunes qui vont nous écouter, c'est vrai que sur le 49.3, il y en a beaucoup qui ne partagent absolument pas. Non mais, je veux être politiquement correcte. Je dis, bah non, je suis pas que Bien sûr. bah oui, je suis pour la CFDT, Ah oui, bah oui, je suis dans la retraite à 60 ans. Moi, je suis honnête. Je me cache jamais derrière mon petit doigt. Pour le 49.3 sur les textes financiers, parce que la France a besoin d'un budget. Donc, il n'y a pas de sujet pour moi. Après, effectivement, sur les autres sujets, je pense que ça va dépendre de la thématique et des enjeux pour la France qui accompagnent ce projet. Mais autant je pourrais avoir un regard vraiment très très vigilant sur les autres textes que les finances, mais les finances, c'est obligé. Et puis France-Europe, c'est vrai que j'ai du mal à opposer parce que je suis profondément européenne, mais évidemment, et la loi que j'ai portée le montre aussi, je défends les intérêts, notamment les intérêts économiques de la France. Je pense qu'on peut pas opposer. Aujourd'hui, c'est la France dans une Europe compétitive, durable, juste, qui va bien. Madame la députée, donc, on vous remercie pour le temps que vous avez pris, le temps que vous avez consacré à nos questions. Et puis, on remercie aussi les auditeurs et les lecteurs de ASCII. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. On vous invite, bien sûr, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter.